La bruyante activité nocturne de la cité lumineuse bat son plein, alors qu'il progresse discrètement dans les dédales obscurs de la tour du conseil. Ces petites allées sombres et poussiéreuses serpentant entre les luxueuses pièces de la tour du conseil, il ne les connaît que trop bien. Il les a parcourues des milliers de fois. Les bonnes mœurs des maîtres veulent que les esclaves empruntent ces derniers pour accomplir leurs tâches. Des hommes canidés, d'entre 2 à 3 mètres de haut, vêtus de simples haillons par-dessus leurs épaisses fourrures, détonnent avec la noblesse irradiante d'U. Autant bipèdes que quadrupèdes, les Kofags font partie des espèces intelligentes les plus massives et impressionnantes. Car, en dépit de ce que pensent les maîtres, eux se considèrent comme une espèce intelligente. Les habitants de la tour se pavanent dans le luxe, tandis que ceux qui le leur permettent font oublier leur existence. Ainsi, pendant que des politiciens bourgeois et nobles festoient dans les multiples salles de banquet, lui et ses frères et sœurs de meute se déplacent silencieusement dans de sombres chemins de traverse pour abreuver les festivités en délicieux mets et en vaisselle propre. Il arrive devant la porte de service d'une salle de réunion et entre. Un bon Kofag fait du bon travail en faisant oublier sa présence. C'est avec cette injonction de maître Skifrik en tête qu'il dépose son plateau de vivres au milieu des conseillers sans un bruit. Si le travail est mal fait, cela se remarque. Mais pour eux, le travail doit être fait sans déranger les maîtres. Un Kofag doit servir si bien qu'il n'est pas remarqué. Voilà ce qu'on attend de lui. Il était en train de progresser vers le sommet de la tour lorsque l'un de ses frères d'infortune lui a mis le plateau dans les pattes sans échanger un mot. Les tâches des esclaves Kofag s'effectuent toujours discrètement et sans anicroche, comme un mécanisme particulièrement bien huilé. Nos hommes n'ont toujours pas repéré le sauvage, informe Dame Varna, responsable des gardes vivants. Dans ce cas, revenons-en au sujet principal, répond la voix trop familière de maître Skifrik, dont il évite soigneusement d'attirer l'attention. Le visage triangulaire, le nez aquilin, les iris améthystes et une grande masse de cheveux soigneusement coiffés en arrière, il est reconnaissable entre mille, vêtu de ses élégants vêtements de soie brodée d'or. Comment allons-nous empêcher la flambée du prix des esclaves avec tous ces chiens entourant la cité? Cette soirée est spéciale. La grande meute, des milliers de vaillants Kofags libres, réunis autour de celui qu'on appelle le sauvage, a encerclé la cité lumineuse. Bien qu'il soit bloqué par l'armée mécanique, cela met du baume au cœur des esclaves de la cité de voir certains des leurs montrer les crocs, même face à un adversaire invincible. Si les humains les appellent chiens, ils se voient, lui et ses semblables, comme des loups. Tout chez eux laisse à penser qu'ils sont des loups, et non des chiens. Grands, massifs, au sens surdéveloppé, ils ont également la finesse nécessaire pour progresser dans l'espace sans se faire repérer, à l'opposé de ce que l'envergure de leur corps semble suggérer. Leurs babines sont particulièrement amples, et il faut bien ça pour recouvrir les impressionnantes canines fichées dans leurs puissantes mâchoires, capables de briser un crâne humain ou algure sans effort. Il est convaincu qu'il devrait être chasseur, et pas serviteur. Pour lui, c'est inscrit jusque dans leur corps. Si les pattes inférieures des Kofags sont tout à fait semblables à celles des loups, c'est bien différent en ce qui concerne les pattes supérieures. Plus proche de ce que pourrait être un bras humain, il leur offre une polyvalence de mouvement tout aussi grande grâce à des épaules pouvant s'articuler dans toutes les directions. Mais l'épaisseur des 10 bras, elle, est proportionnelle à celle des loups, leur permettant d'être tout aussi rapides et puissants à 4 pattes. L'élément symptomatique des Kofags, qu'on ne retrouve ni chez les hommes, ni chez les loups, sont leurs mains, au bout de leurs membres supérieurs. À la poigne concave, leurs mains sont dotées de coussinets rugueux à l'intérieur de la paume qui sont conçus pour s'accrocher fermement à quelque chose constitué de bras, que ce soit un sol recouvert d'herbe ou un crâne recouvert de cheveux. Et ces dites mains se terminent en 3 longs doigts crochus et griffus constitués de 4 articulations, particulièrement efficaces pour saisir des objets sphériques, comme un crâne. Pourtant, ici, à la Cité Lumineuse, les Kofags sont des esclaves animaux. Les maîtres n'ont aucune empathie pour leurs conditions et aucun respect pour leur puissance naturelle. Ils sont vus comme des animaux, et si le bœuf tire la charrue, alors le Kofag sert le thé, lave le sol, nettoie les vêtements. Et il le fait en manipulant les poignées cylindriques et les objets rectangulaires des humains, obligés d'aller à l'encontre de leur propre anatomie pour servir. C'est pour rétablir l'ordre des choses que la grande meute est aux abords de la cité ce soir. Toutefois, l'Empire lui-même n'a su soumettre la Cité Lumineuse par la force. Comment vaincre, au combat, un homme fait de métal, sans conscience ni peur? Aucune épée, ni aucune flèche, ne peut causer de réels dégâts à un soldat de l'armée mécanique. Quant à la magie, elle est inexploitable aux abords de la cité. Juvel Lysande, l'immense joyau géant brillant de 1000 feux dorés au sommet de la tour du conseil, réduit le plus grand torrent de feu magique en un simple pétard mouillé. Aucun autre pouvoir politique dans le monde connu ne dispose de quelque chose de semblable, ni même qui s'en rapproche. Les membres du conseil eux-mêmes ignorent d'où vient le joyau. Depuis des millénaires, la Cité Lumineuse perpétue son fonctionnement et celui de ses machines sans l'intervention d'un quelconque être vivant. Cela fait bien des générations que presque tout savoir sur elle a été oublié. Pourquoi ne pas répartir la marchandise sur plusieurs secteurs,
propose un vieil homme. Certains feront des esclaves, d'autres des cobayes, et les autres serviront de viande. Les érudits ne cessent de réclamer plus de cobayes. Habitué, Kukalo n'affiche pas la moindre émotion, malgré la haine qui bouillonne en lui. Qu'il soit tellement certain de la puissance de l'armée d'automates qui protège la cité, que la grande meute ne soit pour eux qu'un vivier de main-d'œuvre et de viande, le meilleur de lui. Malheureusement, l'une de ses sœurs de meute ne parvient pas à dissimuler suffisamment bien sa colère. Du coin de l'œil, il voit ses babines se retrousser, tandis que des plis de colère se forment sur son museau. Instantanément, le regard mauvais de Skifrik se tourne vers elle, et elle se jette au sol, se tordant de douleur, en se tenant la gorge, près de son collier de métal noirâtre et poisseux. Ce maudit collier. Tous les esclaves en ont un, et tous ont connu ce moment. Une désobéissance, un mot ou un regard de travers, une tentative d'émancipation, et à l'instant d'après, alors que gisant au sol, nos râles de souffrance s'étouffent dans notre gorge, bloqués par le collier, car il ne faudrait pas indisposer le maître. On se promet de tout faire pour ne plus jamais vivre ça. La douleur dépasse l'imagination, c'est comme si chaque centimètre de notre corps, à sa surface, comme à l'intérieur, est en train de brûler. Mais ça n'est jamais mortel, il n'y a aucun échappatoire. Tous les Kofags de la cité le savent bien. Si ça n'était que leur vie qui était en jeu, les siens combattraient les maîtres jusqu'à la mort sans hésiter. Mais même cela ne leur est pas accordé. « Reste à ta place, chienne !» crache Skifrik, arc conseiller de la défense. « Alors que vous restez à celle que vous avez usurpée, singe !» pense-t-il. Cette cité est le dernier endroit du continent du tourbillon où les Kofags sont encore esclaves. Et le seul à disposer de cette technologie. Sans elle, il serait déjà libre, comme partout ailleurs, suite au passage de la Grande Meute. Pourtant, ce ne sont ni les humains, ni les Algures qui l'ont construite, cette miraculeuse cité. Leurs ancêtres n'ont fait que la découvrir, alors qu'elle était inhabitée, et ils s'y sont installés. Des manoirs volants encerclent dans les airs, aux lumières dorées qui ne s'éteignent jamais. À l'armée mécanique, en passant par le joyau Juvel Lysande, beaucoup voient en cette cité une véritable merveille. Un miracle. Mais ils n'y voient que l'asservissement de son espèce. Ce ne sont pas de puissants maîtres, mais des maîtres faibles, disposant de puissantes machines. Il touche son collier. La rage s'affiche enfin sur son visage, maintenant qu'il a quitté la salle, reprenant son ascension. Kukalo s'arrête devant une fenêtre surplombant la cité. Il est assez haut dans la tour pour voir au-delà des fortifications l'armée mécanique qui fait face à la Grande Meute. Dès que les soldats machines viennent au contact, l'assaillant fait marche arrière, suffisamment loin pour que les soldats ne puissent pas les suivre. Voilà l'ironie de la cité lumineuse. Les soldats de la cité sont invincibles, mais ne peuvent s'éloigner d'elle. La plus grande puissance militaire du monde à domicile est la plus faible en dehors de ses frontières. Il regarde cette cité, qui le fait tant souffrir, lui et les siens. Derrière les murailles circulaires, la cité, constamment éclairée de ses lumières bleu clair, elle ne dort jamais réellement. Et en tout point de cette dernière, on peut voir son élément le plus notable, la tour du conseil. D'un métal gris étincelant que rien ne semble pouvoir salir, elle s'élève sur des centaines de mètres, comme une lance, surplombée de Juvel Lysande. Un immense cristal doré, irradiant d'une lueur de la même teinte, qui s'amplifie et se réduit doucement et régulièrement, comme si le cristal respirait. Il est si impressionnant, et son existence si inexplicable, que tous en ont entendu parler à travers le continent du tourbillon, même les plus perdus des paysans. De Juvel Lysande partent des cordons de lumière dorée reliés à des manoirs volants. Ces derniers tournent doucement autour de la tour dans d'immuables révolutions ininterrompues depuis des millénaires. Les demeures des nobles et conseillers qui n'ont même pas besoin de fouler le même sol que leur sujet. Il est vrai que le spectacle est majestueux et surnaturel, mais lui déteste cette vision. Cette démonstration de puissance ne cesse de lui rappeler que cette puissance sert à dominer les siens. Les coursives des murs de la cité sont noires de monde. Tous regardent les interactions entre l'armée de métal et l'armée de fourrure, comme on regarderait une pièce de théâtre. Comme toujours, les citoyens se divertissent dans la cité, pendant que discrètement et dans l'ombre, les Kofags triment et souffrent. Il atteint le sommet, et devant le garde vivant mais somnolent, il montre ses tissus et produit nettoyant en l'informant. « Je suis là pour nettoyer le joyau. » Le garde, visiblement au paroxysme de l'ennui, ne daigne même pas lui répondre oralement, ni le regarder dans les yeux. Dès qu'il a vu son collier, il se contente de hocher la tête. Il ouvre une trappe et sort sous Juvel Lysande, au milieu de la charpente métallique qui soutient le joyau. D'ici, il voit la plaine où ça s'était passé. S'il n'avait pas été l'esclave de Skifrik, arc conseiller responsable de la défense de la cité, jamais il n'aurait pu revenir, sans se faire remarquer, 6 ans après le plus beau jour de sa vie. Ironique, se dit-il en arrachant son collier factice. Kukalo le sauvage brandit ses bras vers les cieux en bandant ses muscles. Il est temps de voir ce que vaut la prestigieuse cité lumineuse sans sa formidable source d'énergie.
Son hurlement résonne à travers toute la cité alors qu'il abat ses poings sur Juvel Lysande, qui se fissure. La stupeur frappe les citoyens, tandis que les lumières et manoirs volants de la cité vacillent pour la première fois depuis des millénaires. Sous ses pieds, Juvel Lysande se fissure et son halo est fragmenté de traits obscurs à cause de ces fissures. Une partie des soldats mécaniques sont en train de courir vers la tour et ont titubé lors de l'impact. Ils n'auront pas le temps d'arriver jusqu'ici. Kukalo relève ses bras et frappe à nouveau, de toutes ses forces. Les lumières vacillent et clignotent. Plus longtemps. Les manoirs tombent plus bas, avant d'être rattrapés par les cordons. Certains soldats mécaniques tombent au sol et doivent se relever. Les craquelures de Juvel Lysande se multiplient et s'élargissent. Kukalo frappe une troisième fois, une quatrième fois, et à chaque fois, les symptômes de la cité qui défaille s'intensifient. Il entend la trappe s'ouvrir. Bien évidemment que Skifrik a immédiatement compris ce qu'il se passe et qu'il est déjà là. Mais c'est trop tard. Canalisant toute sa puissance de prophète sauvage, chef de la grande meute, Kukalo abat ses poings une dernière fois, alors que son hurlement surnaturel de rage déchire l'atmosphère, aussi sûrement que Juvel Lysande se brise. La stupeur des habitants laisse place à la panique et à la terreur. Juvel Lysande, brisé, la cité lumineuse est plongée dans l'obscurité, déchirant le silence du peuple esclave. La grande meute, formée par Kukalo le sauvage, au cours de ces 6 dernières années, passe à l'assaut dès l'instant où les soldats de métal s'effondrent, inanimés. Les cris de terreur des citoyens sont couverts par le fracas des manoirs s'écrasant au sol et les hurlements de joie des Kofags. Ces hurlements résonnent tout aussi bien depuis l'extérieur que depuis l'intérieur de la cité. Les colliers aussi étaient alimentés par Juvel Lysande.